On vous souhaite la bienvenue à une nouvelle saison d'Éric-Latour.com. Dans quelques instants, on vous parle de la 10e balade de rêve qui va se tenir en fin de semaine. Mais d'abord, revenons sur le Festival de Montgolfière, 36e édition, 370 000 spectateurs. Le festival qui est en redressement, mais aussi en investissement. Il y a quelques semaines à peine se terminait la 36e édition de l'International de Montgolfière de Saint-Jean-sur-Richelieu. Une édition qui, quand même, côté météo, a été relativement satisfaisante. Oui, c'est vrai, 9 envolées sur 18. On a connu de meilleures années, mais on a aussi surtout connu de pires années en termes d'envolées. Mais surtout, une grande vague de satisfaction. Quand on parle à monsieur et madame tout le monde, le public en général, je pense généralement les gens étaient satisfaits de l'édition. Parlons-en avec les principaux organisateurs. D'abord, la présidente Mélanie Dufresne. Bonsoir. Bonsoir. Accompagnée du directeur Éric Boivin. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. C'est une année de redressement, c'est une année d'investissement. C'est une année où on a implanté des changements, on a décloisonné le festival. Au-delà des 9 jours, on l'a aussi impliqué dans d'autres événements durant l'année. Bref, quel est le bilan sommaire que vous tracez en date d'aujourd'hui? Écoutez, c'est un bilan satisfaisant dans le sens que, puis même plus que satisfaisant, parce que, les festivaliers étaient au rendez-vous cette année. Malgré nos 2 journées de pluie, malgré le fait qu'on a eu 50 des envolées, les festivaliers étaient là. L'équipe aussi ont travaillé très fort. Le déploiement dans la communauté, ça demandait un effort supplémentaire face à nos ressources qui ont travaillé avec brio. Les gens sont satisfaits, nos travailleurs sont satisfaits, puis nos pilotes de Montgolfière, je pense qu'ensemble, grosso modo, tout le monde est satisfait de cette édition. Bon, Éric Boivin, vous connaissiez l'événement d'un point de vue spectateur dans les 20 dernières années. Là, vous êtes arrivé en poste au mois de décembre ou à peu près? Oui, 3 décembre. Donc, ce n'est pas une année complète là, pour préparer un événement dans lequel on demandait beaucoup de changements en termes de redressement et d'investissement. Donc, une fois le 9 jours passé, mais l'avoir vu d'un point de vue de gestionnaire maintenant, quel est le bilan que vous tracez de cette édition-là? Je vous dirais d'entrée de jeu qu'on s'était donné un plan où on attaquait tout de suite cette année, au départ, l'amélioration de l'expérience du festivalier. Ensuite, tout ce qui touchait la marque, renforcer le volet ballon et évidemment le déploiement dans la communauté. C'était les 3 grands axes d'intervention qui étaient possibles de réaliser aussi dans un très court laps de temps, rappelons-le, en quelques mois. Et comme on a atteint tous les objectifs, c'est-à-dire un produit renouvelé, 6 nouveaux plateaux d'animation, un volet spectacle renforcé, plus de ballons, une trentaine de jours d'activité dans la collectivité, en dehors du site et des dates, je ne peux pas faire autrement qu'être satisfait dans le contexte. Et deuxième élément de satisfaction, la réponse du public. La réponse du public, l'appréciation a été extraordinaire. Alors évidemment, je suis très content. Est-ce qu'on est en mesure, en date d'aujourd'hui, de fixer, disons, un achalandage approximatif? Est-ce que c'est 350, 400, 375 000? Est-ce qu'on a à peu près le nombre de visiteurs qu'on a eu pour l'édition de cette année? Oui, je vous dirais que c'est environ 370. OK. Pour être exact. Si je ne me trompe pas, Éric, ça a de l'allure comme c'est chiffre. bon, on finit les derniers rapports, là, mais c'est à peu près 370. Il y a eu le lundi où il n'a pas fait très beau, mais c'est un lundi. Par contre, le deuxième samedi, la météo n'a pas beaucoup aidé. Probablement qu'il y aurait eu un 30 000 de plus ou à peu près. C'est pas plus même. On a perdu probablement 30 à 40 000 personnes cette journée-là. Mais ça fait partie du risque. Mais c'est arrivé, dans le fond, une seule fois, à l'exception du lundi, qui est normalement une journée un peu plus petite, où on a quand même 15 000 visiteurs le lundi. Ce samedi-là, il a fait pas beau. Puis c'est un peu, pour nous, c'est toujours triste, mais il faut s'attendre à ce que ça se produise. C'était le soir de Walk of the Earth, Ariane Moffat, Serena Ryder. C'était un grand rendez-vous quand même de la musique, des bons spectacles de l'année au Québec en scène extérieure. Et les gens l'ont apprécié, mais en beaucoup plus petite quantité que ce qu'on aurait espéré. Bon. Parlons des finances de l'événement, parce que je le dis un peu à la blague, mais c'est vrai, dans les dernières années, on a développé une maladie ici à Saint-Jean, c'était le déficit. Là, c'était comme est-ce qu'il y a un déficit? Puis honnêtement, c'est drôle à dire, mais je pense que je ne vous poserai même pas la question parce que un festival comme celui-là, on investit dans un festival. Donc, est-ce que l'opération comptable est positive ou négative? Est-ce que c'est vraiment si important que ça? Je ne sais pas quel est le regard que vous avez, parce que politiquement, ça reste quand même un élément qu'on doit défendre. Et oui, ultimement, il y aura un bilan quand l'année fiscale va se terminer. Mais comment se portent, de façon générale, les finances de l'événement?
Écoutez, on est en redressement. Normalement, en redressement d'entreprise, ça prend 3 ans. Donc là, on est en période d'investissement. On n'est pas en train de faire des profits cette année, ça, c'est sûr et certain. Ouais. Si on investit, comme Éric l'a dit tantôt, on a investi dans 6 plateaux, on a injecté de l'argent pour ça. Ça a coûté aussi les ressources humaines autour de ça. Donc, c'est clair que cette année, on a un beau produit à vendre pour l'année prochaine. Donc, c'est pour ça que c'est très satisfaisant et positif. Quel est le retour sur investissement pour la Ville? Parce que c'est un peu ça. Si on dit, OK, on a investi. Pour chaque dollar qu'on a investi, on a 9 $ qui est redépensé dans la communauté. Bon. Est-ce qu'il est vrai de dire, puis j'inclus là-dedans le fameux mardi qui est la journée des Joannais, Oui. il y a un prix de rattaché à ça, Il y a un coût. Bon. Est-ce que les Joannais se payent un gros party? Est-ce que les Joannais se payent un beau festival? Est-ce que ça aussi, ça fait partie de l'équation de dire, bien, c'est un choix qu'on fait de se payer un beau festival? Bien oui, c'est un choix qu'on fait de se payer un festival. Il y a des coûts reliés aux 21 000 festivaliers qui sont venus la journée du citoyen, donc gratuitement au festival. On ne va pas se leurrer avec ça. Il y a un coût qui est rattaché à ça. Mais est-ce que le coût en vaut la peine? Moi, je pense qu'en quelque part, oui, parce que c'est notre fierté. On a besoin de ça pour continuer, puis pour investir. L'argent aussi, c'est toute l'acceptation sociale de l'événement. Mais aussi, on encourage nos fournisseurs de la région, on fait dépenser de l'argent dans la région aussi. Donc, c'est de faire le bilan entre les deux, voir qu'est-ce qui est rentable. Bon, parce que souvent, la question qu'on se posait depuis plusieurs années, on dit, bon, il faudrait que les Joannais reconnectent avec le festival, il faudrait qu'ils reviennent. Il y a la journée du citoyen, il y a la vente de passeports également. Comment s'est portée la vente de passeports cette année? Globalement, on a vendu plus de 9 000 passeports. Ça a très, très, très bien été. C'est sûr qu'en ajoutant une journée gratuite, on a un petit impact, mais on a un impact sur la vente localement de passeports. L'élément nouveau, c'est qu'avec un produit renouvelé, une programmation plus agressive, avec l'implantation d'une nouvelle billetterie, on a vendu 57 de passeports à l'extérieur. Mais ça, c'est nouveau. Ça, c'est un nouveau phénomène. Alors, c'est très intéressant parce que ça génère des visites répétées de gens qui viennent chez nous, dépenser chez nous, vivre notre happening de ballon. Et ça, pour moi, c'est enrichissant pour la communauté. Ils viennent découvrir notre région et donc ils viennent dépenser dans notre région. Et comment on peut expliquer que cette année, donc, si je reprends le chiffre, 57 des passeports ont été achetés par des gens qui habitent en pré-vente, jusqu'au vendredi qui habitent, disons, à 40 km et plus de Saint-Jean. Et voilà. Bon. Pourquoi ces gens-là achètent un passeport? Parce qu'à partir du moment où c'est principalement à partir du moment où tu as une programmation spectacle qui est forte, qui incite quelqu'un à venir plusieurs fois. On a un prix accessible aussi au festival. Bien, les gens, ils font la mathématique, là, même s'ils habitent à Montréal, même s'ils habitent à Trois-Rivières, ils vont dire, bon, bien, je vais aller faire un tour. Alors, on a eu des gens, pas au niveau des passeports, mais au niveau de la billetterie, d'aussi loin que Philadelphie et Pittsburgh, cette année, le premier samedi. Alors ça, c'est évidemment des nuitées qui sont forcément, venues, c'est des nuitées, ça vient avec. Alors, c'est l'ensemble de l'œuvre. Si le produit est suffisamment intéressant, tu vas attirer des gens qui vont venir plus qu'une fois. Parce qu'il y a quand même aussi, dans les enjeux de cette année, une certaine forme d'accomplissement par rapport à Ticketmaster. Ça, il faut en parler. Je pense que le public ne connaît pas beaucoup ça, mais bon, le festival, maintenant, fait affaire avec Ticketmaster pour la vente de ses billets. C'est un nouveau système. Je sais que les gens, peut-être, ont eu le passeport peut-être un petit peu plus tard que les autres années, mais au-delà de ça, ça a donné des résultats intéressants, voire même plus qu'espérés. Proche de, je qualifierais presque d'incroyable, Ticketmaster. On a été audacieux. On a implanté une billetterie, c'est un travail énorme. C'est pas juste une billetterie, c'est des processus, c'est des systèmes de contrôle, c'est des communications autour, des contrats, tout ce qui vient avec. Et on a fait ça en 2 mois avant l'international. L'avantage stratégique de faire ça, c'est que c'est une billetterie, celle de Ticketmaster, ça appartient à Live Nation Entertainment, le géant mondial du divertissement. Ils vendent 55 des billets en Amérique du Nord. Alors évidemment, à titre d'exemple, Éric, si je présente Akon le premier samedi, on fait un push à tous les acheteurs de Akon par courriel. Tu as acheté 2 fois Akon dans les dernières années, il est à Saint-Jean, telle date, et voilà, on ramasse des ventes très, très loin, puis on attire des gens chez nous. Ouais. Pour un produit de nature internationale, ce qu'on fait, ça te prend une machine de vente de calibre international pour aller chercher toute la database marketing
auquel tu peux avoir accès et qui peut être bénéficiable pour notre communauté. C'est cette base de données-là qui est capable de nous propulser au niveau du marketing pour aller chercher beaucoup plus loin que chez nous. Donc, je pense que ça a eu un impact sur notre tourisme dans la région. Plus de ballons cette année. Oui. Plus de formes spéciales aussi. Oui. Oui. Et ça faisait partie un peu de la stratégie de dire, bon, à la base, ça reste un festival de ballons. Oui. Donc, ça prend des ballons. Ça prend quand même assez de ballons. Je pense que c'était ça un peu la stratégie. Ben, à partir du moment où on veut renforcer la marque, on veut se rapprocher de notre marque, consolider notre rôle de capitale de la Montgolfière, le festival ne peut pas se réduire son nombre de ballons. Il doit investir dans ce volet-là. C'est ce qu'on a fait. On a augmenté quand même de 17-18 ballons au total. On est passé de 6 formes spéciales à 13. Ça a amélioré le spectacle, l'ampleur, ça a envoyé un message clair. Mais on a d'autres actions parallèles. On a relancé l'école de pilotage, on a créé le symposium de la Montgolfière. Bref, dans le virage, il a assumé notre rôle de capitale de Montgolfière. Il faut aller jusqu'au bout de ça. On a une expertise, on a 43 pilotes dans la région sur les 173 Canadiens. C'est important. Bon, parlons aussi du décloisonnement du festival, c'est-à-dire que le festival dure 9 jours, mais le festival s'est aussi associé à d'autres événements, d'autres spectacles, notamment dans le Vieux-Saint-Jean durant l'année. Est-ce que la Ville est relativement satisfaite de cette nouvelle approche? Oui, je pense que oui. D'ailleurs, on a eu une présentation aujourd'hui pour événementiel Saint-Jean. Donc, on travaille en amont, le Festival des Montgolfières et l'organisation d'événementiel de Saint-Jean. On travaille en amont ensemble, puis la présentation qu'on a eue du service des loisirs était, entre autres, leur satisfaction sur nos sorties, parce qu'on en a fait beaucoup. On en a fait au-delà, c'est quoi, 40 en tout, quand on parle de spectacle, quand on parle de représentation aussi. Puis le fait qu'on est sorti aux États-Unis, puis qu'on a vendu notre région aux États-Unis le double, même le triple de fois qu'on a fait. Donc, on s'est déployé dans notre communauté, mais on est sorti aussi pour aller vendre notre communauté à l'extérieur davantage que qu'est-ce qu'on faisait auparavant. On a donné aussi plus de visibilité à Pico, Oui. qui est un phénomène. Ça, moi, c'est affectif. Non, mais c'est ça, mais en même temps, ce qui est drôle, c'est parce que Pico, dans les autres festivals à travers le monde, notamment au Nouveau-Mexique, à Albuquerque, est une figure reconnue. Il faut bien parfois être à l'étranger pour voir la valeur du symbole de Pico. Là. En fait, Pico, de par son design, c'est un ballon qui a une personnalité forte. Puis, on en a déjà parlé à Bâton rompu, mais pour moi, c'était un de mes constats peut-être les plus étonnants, qu'on oubliait presque que Pico était une rockstar aux États-Unis dans l'univers du ballon, alors qu'on en parlait très peu ici. Il fallait le remettre au centre de la marque, le personnifier, lui faire passer un message. Il faut le faire évoluer dans ce sens, le Pico. C'est un symbole très important de notre région. Quel est l'enjeu du prochain festival? Il y en a plusieurs. C'est sûr qu'on est en redressement, donc on s'attaque à différents volets du festival. Et on va le morceler, puis on va s'attaquer on va investir dans une case. Après ça, on va passer à la deuxième, que ce soit le symposium des Montgolfières, que ce soit notre école de pilotage, que ce soit le festival en soi ou le festival hivernal ou toutes les autres activités qu'on fait. C'est sûr qu'il faut aller chercher nos commanditaires. On a investi des sommes d'argent dans 6 plateaux. Il faut vendre ces 6 plateaux-là. Donc, c'est sûr qu'un de nos premiers défis, ce sont eux autres. Bon, Éric? Dans le fond, on entre beaucoup plus dans une phase, après avoir attaqué l'expérience et la marque et le déploiement. Ça, c'est des acquis qu'il faut maintenir. Il faut continuer à entretenir ça. La deuxième phase, c'est vraiment dans l'exploitation de l'événement. Là, on va arriver dans le raffinement au niveau de l'exploitation, améliorer la performance, dans le modèle opérationnel. On a parlé de la commandite, repenser des éléments de la marque au fur et à mesure que le temps avance. Puis ça rimait encore une fois avec événementiel Saint-Jean aussi, au niveau que ce soit de la gouvernance, que ce soit au niveau de notre CA. Faut revoir tous ces aspects-là aussi. À vous deux, merci beaucoup. Merci. Grand plaisir. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle de balade de rêve. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Hey François, c'est notre anniversaire cette année. 10e anniversaire de Sport Express Alex. Bonne fête! Ben bonne fête à toi aussi. Et pour partir nos noces de J-Proc, disons ça de même, Renaud Lefort, commissaire Ligue nord-américaine de hockey. Et carte chevalier. Ouais.
Dimanche, 9h30, Télébingo. On vous attend. Dans quelques jours à peine, dans quelques heures à peine, ça sera le 10e balade de rêve au profit de la Fondation Le Renfort Grande Ligne. C'est une activité quand même assez particulière qui déplace beaucoup de gens et qui vraiment met des sourires, surtout évidemment dans le visage des participants, des participantes, mais aussi des chauffeurs et toutes ces personnes qui gravitent autour. 3 invités pour en parler. D'abord, Jacques Charette, qui est le coordonnateur aux activités bénéfiques à la Fondation. Bonsoir. Bonsoir, Éric. Accompagné de José Goujon, qui a déjà participé à la balade de rêve quelques fois. Ça sera sa 5e cette année. Bonsoir. Oui, bonsoir. De même que Monique Paradis, qui pour une 9e année sera bien sûr du rendez-vous comme chauffeur. Bonsoir et bienvenue. Merci. Et là, Jacques, d'ailleurs, on peut voir derrière toi, dans le décor, la sympathique Blues Mobile. C'est-tu comme ça qu'on l'appelle, la Blues Brother Mobile? On l'appelle comme ça, la Blues Mobile. C'est une des autos qui a servi au film des Blues Brothers. Ouais. Elle n'a pas servi beaucoup parce qu'elle est encore en condition, parce que la majorité des autos, comme on sait, étaient pas mal abîmées. Mais un backup car, c'est ça. C'est une de ces autos-là. Mais à chaque année, on essaie toujours aussi d'avoir des nouveautés. Bon, parce qu'il y a toutes sortes de véhicules sport, des camions, il y a toutes sortes d'affaires. Mais en même temps, on essaie aussi d'avoir des trucs particuliers comme le véhicule qui est derrière toi. Oui, ça faisait une couple d'années que j'ai mon ami de longue date de Chicago qui me disait, il dit, Jacques, il faudrait avoir la Blues Mobile une année. Parce que ça faisait 2-3 ans qu'il venait à la balade. Il dit, pourquoi qu'on ne l'a pas? Bien, il dit, le transport, tout ça. Fait que c'est comme ça que ça partit. Pour quelqu'un qui ne connaît pas l'événement, en résumé, la balade de rêve, c'est quoi? Bon, actuellement, c'est 125 véhicules qui vont se promener dans Saint-Jean-sur-Richelieu. On commence par le Bougainvilliers, on se rend dans le secteur d'Iberville, au carrefour La Plante. Mais à chaque fois, on embarque des passagers. Les passagers, ce sont des personnes qui vivent soit avec un déficit intellectuel ou un trouble du spectre glottis. Et ces gens-là ont déjà été sur notre site Web, voir d'avance les 128 véhicules pour les choisir lequel qui rêve le plus de faire un tour. Fait que ça, c'est déjà sélectionné. Donc, la journée même, quand ça commence à 8 h le matin, à 9 h, les autos se ramassent au Bougainvilliers. On prépare les passagers, on les embarque on les jumelle avec les chauffeurs. Et là, on part en cortège. C'est pas une parade complète parce qu'on bloquait les coins de rue pas à peu près. Fait que là, on y va par groupe de 30 environ. Fait qu'on a environ 4 groupes. Là, Bon. Et il y a toutes sortes de véhicules. Exactement. On a des gros camions Bourassa Transport qui est là depuis des années. Je vois encore la grosse dépanneuse là, de chez Centre du camion Gamache. C'est immense. C'est des gros véhicules, des motorisés. Des motorisés qui nous servent pour notre logistique, mais en même temps, qui servent. C'est à peu près le seul, souvent, le véhicule qui a un air climatisé. Et ça fait une couple d'années qu'on a des grosses chaleurs, puis il y en a qui en ont besoin. Bon. José, explique-moi un peu comment ta participation a commencé. À quel moment on t'a suggéré d'aller avec la balade de rêve et de choisir des véhicules? C'est venu par un intervenant du renfort et me suggérer, ça te tenterait-tu de participer à la balade de rêve? J'ai accepté sur le coup parce que, en tant que personne déficiente, j'ai toujours aimé les vieilles voitures. Ça m'a toujours intéressée, puis j'ai dit, ça serait le fun d'embarquer dans les voitures, là, les nouvelles voitures. Et là, dans les 4 dernières années, dans quel genre de véhicule as-tu embarqué dans c'est surtout les voitures, surtout... anciennes? Oui. Et pourquoi tu aimes ça? Explique-moi pourquoi tu aimes ça. Parce que j'adore les voitures anciennes. Tu sais, j'étais pas née dans ces années-là. C'est comme un rêve pour moi d'embarquer dans les vieilles voitures. Là. Donc, c'est une fascination. Oui, c'est même une passion pour moi. Je regarde surtout les vieux films. Et là, cette année, as-tu déjà identifié la voiture dans laquelle tu veux te promener? Oui, c'est déjà... Tous mes choix sont déjà faits. Okay. Parce que là, les gens, au cours de la journée, ils changent de véhicule. Ils ne passent pas de la journée dans le même véhicule. Là. Ils vont faire 4 randonnées. La première, c'est qu'on passe du Bougainvilliers, on va au Carrefour, La Plante. Et là, on change de véhicule. Et là, on change, les passagers changent de véhicule. Pour la deuxième randonnée, on se rend au collège militaire, on offre le dîner à tout le groupe, plus ou moins 500 personnes. Et ensuite, pour la troisième randonnée, on change de véhicule encore une fois. Ouais. Là, on se rend, c'est nouveau cette année, au Carrefour Richelieu. Avant, on était au Faubourg Saint-Jean, étant donné qu'il y a un restaurant en construction dans la cour où est-ce qu'on était. Donc, on est déplacé. Là, on va être en face de l'aubainerie, entre l'aubainerie et la rue Choquette, tout à côté de ce qu'il y avait autrefois les pompes là, pour le Canadian Tower. C'est ça. OK. Monique, vous, donc, ça va être votre 9e balade de rêve comme chauffeur.
Qu'est-ce que vous aimez de cet événement-là? Bien, le plaisir que ça l'apporte, parce que c'est vraiment super le fun. Parce que les passagers, là, écoute, ils sont tellement excités, ils nous attendent. Là, on vient d'arrêter notre voiture à un arrêt qu'on va faire un échange, puis souvent, tu es en train de débarquer de l'auto, puis ils arrivent en courant, puis ils attendent impatiemment d'embarquer dans la voiture, tout ça. Des fois, on les laisse s'asseoir tout de suite parce qu'ils veulent être dans l'atmosphère et tout ça. Puis, puis le bonheur que ça leur donne, puis les familles puis les accompagnateurs qui prennent place dans la voiture avec eux autres, ils partagent des belles choses. On essaye de les faire parler aussi. Il y en a qui ne parlent pas beaucoup, mais il y en a qui travaillent, donc ils nous parlent de ça. Ils prennent des photos. On prend des photos avec eux autres. On a surtout l'impression de donner du bonheur. Hein, oui, ça? C'est vraiment ça. C'est vraiment agréable. C'est une super de belle journée. Et vous conduisez quel type de véhicule dans les dernières balades? Cette fois-ci, c'est le Buick Wildcat 1966. Et la plupart du temps, ça a été ma Barracuda 1965. OK, donc vous-même, vous êtes propriétaire d'un véhicule? De 2 voitures. De 2 voitures anciennes? Oui. Est-ce que vous-même, vous avez développé une passion là-dessus? Oui. Moi, la Barracuda, ça fait 12 ans que je l'ai. Qu'est-ce que vous aimez des vieilles voitures? Moi, il y avait un club de vieilles voitures de hot rod dans le temps, à Saint-Jean. Puis on était dans ce club-là. C'est dans les années proches des années 80. Mais souvent, on pourrait penser, probablement à tort, que, majoritairement, ce sont des hommes qui aiment, qui ont une passion pour ces trucs-là. Qu'est-ce qui fait que vous avez développé cette passion-là au fil du temps? En tout cas, ça a été avec les vieux véhicules. J'ai toujours aimé les autos. Je suis plus une fille, comme disent, une fille de char. Une fille de char. Comme on dit. C'est ça. J'ai attendu longtemps. J'ai réalisé le rêve en achetant la Barracuda. Puis là, maintenant, ça fait 4 ans, la Buick. C'est un coup de cœur. C'est vraiment une passion. Cette année, est-ce que vous avez des invités spéciaux? Bien, on a le commandant Piché. Il a aimé ça l'année dernière. Il est venu pour une première fois. Il revient. Il a tellement aimé ça qu'il revient cette année. Et puis, on a une nouvelle qui... c'est Alexandra Wozniak, une championne de tennis dans le passé. Et puis, Alexandra va être avec nous autres cette année. Elle, c'est une première. Elle a bien hâte d'expérimenter ça. Puis, elle va avoir un beau petit cadeau à tous les participants. Là. Pour de quoi de spécial. Qui va conduire la Blues Mobile? Bien, c'est mon ami de Chicago, Todd. Ouais. Il arrive ces jours-ci. Là. Il va être pour la balade. Et c'est lui qui va conduire effectivement le véhicule. Puis, bien, il a besoin de quelqu'un à côté de lui, hein, parce que lui, il ressemble beaucoup à son frère, le grand mince, on va le dire comme ça. Ça prenait un autre gars à côté qui était peut-être un petit peu plus court, mais un petit peu plus large. Alors, on va être tous les deux... Fort possiblement qu'on va être costumés. Et là, est-ce qu'on sait déjà, évidemment, ceux qui ont fait le choix d'embarquer dans le véhicule pour la balade? Moi, je ne le sais pas, mais les choix sont déjà faits à l'heure qu'il est actuellement. Puis tantôt, elle me disait que je pense bien que de sa mémoire, elle semble bien avoir réservé. OK, toi, tu l'as réservé. Et là, ce soir, elle a un privilège. Là, elle vient de faire déjà un tour avec ce soir. OK. Puis comment c'était? C'est très le fun. J'adore... J'adore ça, de me promener en vieille voiture. Là. Elle est bruyante un petit peu. Hein? Un petit peu, oui. Ouais. Et c'est grand à l'intérieur. Là. Oui, c'est grand. C'est quand même grand. Ouais. En terminant, peut-être, tu sais, on disait tantôt, on est un peu comme des marchands de bonheur hein, quand on fait la balade de rêve. Puis visiblement, je présume qu'à chaque année, tu as toujours hâte que l'événement arrive. Oui. On se prépare dans les semaines avant. Je me promets, ça fait un bout, j'y pense. Ouais. Quand l'année finit de la balade, je repense à l'année suivante, déjà à préparer mes prochaines voitures. Là. Parce que dans les usagers du SRSOR, là, on dit, il y en a combien au total, dans le fond, d'inscrits, là, à peu près? Il y en a plus que les chauffeurs. Là, je suis à 125, à l'heure actuelle, 126. Dans les passagers? Les passagers, il y en a peut-être 130, 130 quand même. Plus. Parce qu'il y a quand même des véhicules qu'on peut embarquer 2 ou 3. Une Ferrari, on n'embarque seulement qu'une. L'auto de police, moi, étant donné qu'on va déjà être 2, je peux en embarquer 2. Moi, je peux en Monique peut en embarquer 4. 3, 4. Et dans les passagers, là, ça va de quel âge à quel âge?
Là, on a une nouvelle réglementation, hein, on sait, cette année, là, avec les attaches pour les enfants aussi. Mais on n'a jamais pris bébé en bas de 6 ans. Là. Il y en a peut-être un petit peu sur la limite, mais on fait attention à ça. Là. On veut quand même un certain âge minimum. Ouais. Puis j'en ai de 70. Oui, j'ai des aînés là, qui... c'est ça. Bien, à vous trois, merci beaucoup. On vous souhaite une... Oui, vas-y, Jean. Bien, juste rappeler aussi que parallèlement, on en fait une levée de fonds. Oui. Donc, les gens peuvent aller sur le site laurentfort.com et supporter un des chauffeurs, que ce soit Monique ou un autre. Ils peuvent tout simplement faire un don en ligne. À l'heure actuelle, on est à 50 000 on vise 75 000 alors c'est ça. Donc, 10e balade de rêve ce samedi, 14 septembre, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça commence au Bougainvilliers à quelle heure? 8 heures, entre 8 h et 9 h, les véhicules se rassemblent là. Et là, vous allez les voir se balader un peu partout dans la ville. Donc, merci beaucoup. Bonne chance. Merci beaucoup, Éric. Reste avec nous. Au retour, le Bavière quotidien. Demain, jeudi, chez Derry Toyota, sur la rue Moreau, dans le secteur Saint-Luc, il y a une collecte de sang organisée par Emma Québec. Donc, si vous avez de l'intérêt, bien sûr, donner un sang, c'est un don de vie. On a bien sûr repris la diffusion de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui est une émission qui vous résume les travaux du Conseil. Et bien sûr, notre traditionnel télébingo est également de retour depuis le début septembre. Prochain rendez-vous pour nous, c'est demain. Bye-bye.